on va parler de polar. Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de polar. Vous allez voir, je vais vous présenter des romans originaux dont on a peu parlé encore sur les réseaux sociaux. On va parler aussi d'une bande dessinée et de 2 séries télé. Restez jusqu'à la fin, vous ne le regretterez pas, vous verrez, il y a des petites choses assez originales. Le premier livre dont on va parler, c'est Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan. Alors ce livre, je me suis jetée dessus dès qu'il est sorti. Pourquoi ? Parce que j'avais adoré son précédent. Et à la lecture de celui-ci, je dois avouer que j'étais un peu déçue. C'était pas le livre que j'attendais. En fait, ici, nous avons un polar domestique. On suit l'histoire de 4 femmes qui se sont rencontrées au moment de la préparation à l'accouchement. Donc, à la faveur d'un retour dans le passé, on découvre comment elles se sont rencontrées. Elles sont à ce moment-là avec leur conjoint, elles sont enceintes. Et en fait, l'histoire va se tourner autour essentiellement de 2 femmes. Jess, qui est une femme parfaite, qui est la seule des 4 à avoir abandonné sa carrière, à s'occuper de ses enfants. Elle est la seule aussi à avoir eu 3 enfants. Et puis surtout, c'est la seule donc à être mère au foyer. Et en face d'elle, il y a Liz. Liz qui est médecin, qui a 2 enfants et qui a choisi de faire carrière. Les 2 autres femmes sont un petit peu en second plan, même si elles sont très importantes. Et ce qui va se jouer devant nous, c'est un drame. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre ? Un beau jour, Jess déboule à l'hôpital avec son 3e enfant, un bébé de 10 mois, qui a un traumatisme crânien, et c'est Liz, sa copine, qui se retrouve à s'occuper d'elle. Très vite, on lui demande, parce qu'elle connaît la mère, elle connaît l'enfant, de ne plus s'en occuper. Et puis, en examinant et en écoutant les dires de la maman et en examinant le bébé, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne coïncide pas, et les services sociaux sont appelés. À partir de là, il y a une espèce d'enchaînement de tout ce qui peut être fait pour la protection de l'enfance. Alors c'est difficile parce que vous suivez cette amie qui n'a pas le droit de s'occuper du cas, qui en même temps se dit que peut-être son amie a fait quelque chose de grave, ou le mari de son amie. Voilà, vous avez à peu près le panneau de base, et à partir de là, vous avez une histoire qui se construit. Alors elle se construit aussi bien devant nos yeux avec l'enquête de savoir ce qui a bien pu se passer autour de ce bébé, et puis on remonte le temps pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, ce qui a pu les lier, et aujourd'hui ce qui peut faire qu'elles se sont plus ou moins éloignées les unes des autres. Alors c'est ce qu'on appelle un roman choral. Alors ce roman, j'ai trouvé que ça avait des petites ressemblances avec certains romans de Liane Moriarty. On est dans cet univers de mère, beaucoup autour des enfants, avec un côté peut-être un petit peu petit secret, grand mensonge, mais hélas, en beaucoup moins bien. Et c'est dommage parce que le sujet de base est hyper intéressant et très important à être traité. Pour la construction, c'est une construction tout ce qu'il y a de plus classique, on l'a vu tellement souvent, je crois que je m'en suis lassée. C'est évidemment l'alternance de chapitres avec l'alternance de points de vue de personnages. Un coup c'est Liz, un coup c'est Jess, Liz, Jess, et de temps en temps un autre personnage. Ça peut être un conjoint ou un enfant parfois. Mais en gros, c'est cette alternance-là qu'on a déjà vue 10 000 fois. Et j'avoue que là, bon, ça fonctionne, hein, mais ça m'a pas emballé. C'est dommage parce que j'aurais adoré aimer ce livre pour la thématique. Qu'est-ce qu'on aborde ? La condition de la femme en général et qu'est-ce que c'est qu'être mère, la condition de mère. Donc la dépression postpartum, le relationnel à l'enfant, pourquoi est-ce que c'est les mères qui élèvent les enfants et qui s'en occupent plus que les pères, le rôle des hommes là-dedans. Il y a plein de choses qui se jouent dans ce roman, plein de thématiques qui sont abordées, de façon assez intéressante, je trouve. Alors, je ne veux pas trop en dire, mais j'ai trouvé que l'autrice osait aller assez loin dans les pensées des personnages. Voilà, je pense qu'il y a des mères qui seraient rassurées de lire ce livre et de se dire « Ah oui, donc en fait, d'une certaine façon, c'est normal que par moments, je déteste mon enfant, je suis à bout, je n'en peux plus, j'ai envie de le jeter par la fenêtre. » Oui, ça peut arriver d'être épuisé et il ne faut pas juger. Et c'est vrai que là, on tient le nœud du livre. Entre les amis, c'est toujours ne pas juger l'autre. Ne pas juger l'autre quand il est épuisé, ne pas juger l'autre quand il fait quelque chose qui vous semble un peu bizarre, quand il a une réaction étrange. Ne pas juger l'autre s'il ne fait pas le même choix que vous, s'il choisit d'allaiter très longtemps. Voilà, tout ce questionnement-là, qui est hyper intéressant, il est présent dans ce livre. Et puis, au-delà du manque de soutien des hommes, vous avez aussi les mariages qui partent à la dérive, parce qu'un des maris part avec une femme plus jeune. Voilà, vous avez
tout cet aspect-là qui est réuni dans le livre et j'aurais adoré l'aimer. Et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. La lecture pour moi a été laborieuse et j'étais vraiment super déçue. Du coup, j'ai envie de vous parler de son précédent roman parce que celui-ci, pour le coup, je l'avais adoré. Son précédent roman, c'était Anatomie d'un scandale et je l'avais adoré. On y abordait aussi des thématiques toujours autour des femmes, mais d'une façon très différente qui m'avait beaucoup plu. C'était la confrontation entre une avocate qui se retrouvait à devoir requérir contre un homme politique qui était accusé de viol. Donc c'était très intéressant parce qu'on découvre au fil du livre qu'il y a eu des choses dans leur passé, vous avez des fils qui se croisent. Et en parallèle, vous avez l'histoire de la femme de l'homme politique qui le défend corps et âme, mais jusqu'à quel point et pourquoi. Et avec ces deux rapports de femmes qui ont des visions diamétralement opposées de la vie, une qui soutient son mari potentiellement violeur et une qui va être à l'accusation, vous avez une histoire qui se joue qui est hyper intéressante, qui est très bien faite, avec plein de rebondissements dans le passé. Moi, j'avais été vraiment accrochée par l'histoire. Alors, j'ai vraiment un faible pour les livres de prétoire. Et c'est vrai que là, on passe beaucoup de temps au tribunal. En plus, c'est un tribunal anglais. Pour nous, c'est totalement exotique. Ils ont des perruques. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un univers à part. Et j'avais trouvé ça réjouissant. Et puis, la thématique, la force du texte, c'était voilà, les rapports hommes-femmes. Avec cette difficulté, avec ces fraternités dans lesquelles il se passe des choses. C'était vraiment très très bien vu. Et pour le coup, l'écriture m'avait séduite. Alors, du fait du carton de ce roman, je pense que la maison d'édition française s'est dit chouette, elle a un nouveau roman, on va faire la même. Alors, à l'origine, le roman dont je vous parle s'appelle Anatomie d'un scandale en anglais, Anatomy of a Scandal. Donc là-dessus, la traduction est parfaite. Et puis, son nouveau roman s'appelle Little Disaster, Petit désastre, qu'ils auraient pu traduire par Petit désastre. Et franchement, ça correspond tellement au livre que c'est dommage de ne pas avoir gardé ce titre. Et ils ont choisi de le nommer Autopsie d'un drame. Anatomie d'un scandale, Autopsie d'un drame. On fait bien le parallèle. La maison d'édition a voulu surfer sur le précédent. Puis si vous regardez les couves françaises, elles sont similaires. D'un côté, vous avez une maison avec une porte, des fenêtres. De l'autre côté, une maison avec une grande porte. Bref, elles sont tellement similaires qu'on se dit, bah vraiment là... Alors que si vous regardez les couves anglaises, là je mets les couves anglaises, c'est plus du tout la même chose. Vous voyez, ils ont vraiment... Et je trouve que c'est dommage parce que ça induit les gens en erreur. On a l'impression qu'on va avoir quasiment la même chose. Et moi, en tant que lectrice, bah, j'étais déçue. Donc peut-être pas une bonne idée, mais ça n'engage que moi. Voilà pour ce premier roman. Et le roman suivant est un roman pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai trouvé brillant. J'espère que je vais réussir à vous en parler suffisamment bien pour vous donner envie de le lire parce qu'il le mérite. Il s'agit de La République des Faibles de Gwenaëlle Bulto. Et ce livre est paru à la Manufacture de Livres, maison d'édition que j'aime beaucoup, qui a toujours des couverts magnifiques, j'aime beaucoup celle-ci. Et puis c'est la maison d'édition, l'ancienne maison d'édition de Franck Bouys, celle qui l'a fait découvrir. Donc vraiment une maison d'édition majeure qui fait un travail formidable. Alors nous sommes à Lyon en 1898. On est au bord du XXe siècle et on est pile poil au moment où l'affaire Dreyfus se joue. Donc elle est toujours en toile de fond. Et pendant le roman d'ailleurs, on a dans la presse l'article de Zola. Et à Lyon, au quartier de la Croix-Rousse, on va vivre l'histoire d'un certain nombre de personnages. Et ça débute par un chiffonnier qui se promène dans les rues pour ramasser des papiers, des chiffons, et qui trouve un cadavre d'enfant. Alors, c'est là où ça commence à être un peu dur, un cadavre d'enfant décapité et habillé en petite fille alors que c'est un petit garçon. Voilà. Et à partir de là, vous allez avoir une enquête qui va être menée pour savoir ce qui s'est passé. Et ce livre est génial, parce qu'à travers cette simple enquête, j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque, c'est dit dans le roman, la mort d'un enfant, ça n'a pas grand intérêt. Très clairement, le commissaire leur dit, on n'a que 2 jours pour résoudre le crime, sinon après ça passera à la trappe. Le plus important, c'est de tenir la ville, c'est de s'occuper des commerçants. Résoudre le crime d'un enfant des bas-fonds, on s'en fout. Donc voilà, le défi, il est là. Le commissaire et ses hommes vont mener une enquête. Et en plus, au bout de quelques jours, il y a un des flics qui est assassiné.
il est assassiné et on retrouve dans sa bouche la photo de l'enfant chiffonné et coincé. Donc évidemment, tout le monde se dit qu'il y a un lien entre les deux affaires. Voilà pour ce qui est de l'enquête. Et bien sûr, vous avez en toile de fond, et le livre s'appelle La République des faibles, et ce n'est pas anodin, toute la misère sociale. Et là-dessus, je pense que si l'auteur a choisi l'époque de la sortie de J'accuse, c'est parce que très clairement, il y a quelque chose de Zola dans son roman. Il y a un travail de la langue, il y a un travail de la mise en jeu des personnages qui sont nombreux, qui foisonnent, des descriptions, de la richesse du vocabulaire, des métaphores. Il y a un jeu sur l'argot qui est extraordinaire. Il y a vraiment un travail d'écriture et de langue qui est top. Et à partir de là, vous décollez, quoi. C'est plus juste un polar. Vous lisez autre chose. Il y a vraiment une volonté de dénonciation sociale. Il y a des phrases qui claquent. Il y a parfois des mots où je me suis dit « Ah oui, ok, on en est là ». Et derrière tout ça, c'est viol, inceste, meurtre d'enfants, torture, violence et bien sûr antisémitisme. Vous avez tout ce que l'homme fait de pire, toutes les bassesses de l'humanité réunies dans ce livre. Et c'est génial parce que c'est hyper réaliste. Vous savez que ça existait, que cette période-là, avec toute cette noirceur, aussi bien physique, parce que tout est crade, que morale, elle a existé. Alors il y a très peu de personnages qui sont sympathiques. Le commissaire est sympathique avec son épouse. Mais alors après, si, il y a quelques personnages. Mais bon sang. Alors c'est marrant parce que j'ai lu récemment un Zola dans lequel je m'étais fait la réflexion qu'il y avait peu de personnages sympathiques dans ce livre-là. Et là, on est pareil. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Après, la limite du livre, mais elle m'est très personnelle, c'est que c'était trop violent pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors certes, c'est pas excessif, c'est pas du Tarantino, il n'y a pas de l'hémoglobine pour de l'hémoglobine, mais bon sang, pour moi, c'était trop. Et je l'ai terminé ce week-end. Et dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé d'enfants et tout. Enfin, c'était horrible. Et je me suis dit, ce livre, il est trop dur. Alors, je sais que parmi vous, il y a des fans de livres un peu durs, de livres un peu glauques. Donc, vous allez adorer. En plus, le livre est tellement bien écrit que ce serait dommage de passer à côté. Par contre, voilà, je préfère prévenir. S'il y a parmi vous des âmes sensibles, ben, ne le lisez pas. Franchement, il est très, 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 très dur. À part ça, pour moi, c'est un petit bijou qui mérite vraiment d'être découvert. Du coup, je me permets de vous lire un tout petit passage. Vous connaissez comme moi le fonctionnement de notre administration. Les priorités sont claires. L'ordre social, la tranquillité publique, la sécurité des commerces. On ne fait pas grand cas de la mort d'un enfant. 2 ou 3 jours d'investigation et on passe à autre chose. Voilà, c'est cet univers-là. Et puis derrière toute cette violence, il ne faut pas oublier aussi l'alcoolisme, la misère sociale, la difficulté du travail, la difficulté d'être une femme à cette époque, la prostitution, la difficulté d'être un enfant élevé dans les rues avec le risque de se faire enlever, violer, enfin bref, c'est un festival de l'horreur. L'atmosphère est glauque, comme je vous le disais, elle est aussi très froide et elle fait écho à la défaite de 1870 qui 30 ans plus tard n'est toujours pas digérée. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme est omniprésent et l'article de Zola passe très mal. Je vous lis d'ailleurs un extrait sur le sujet. Avec vous hier soir, je fêtais l'acquittement du commandant Esterhazy par la justice militaire. Nous étions des centaines de milliers à partager ce bonheur. Des scènes de liesse ont eu lieu dans la France entière. Hélas, nous avons fait preuve de naïveté. La youtrerie internationale n'a pas mis longtemps à réagir par l'intermédiaire de ses roquets. Zola vient de publier une tribune anti-France dans le torchon de Clémenceau, le bien mal nommé L'Aurore. L'aurore en robe de putain, devrait-on dire. Voilà. Quand je vous parle de violence, je vous mens pas. Là, j'ai pas choisi des violences physiques parce qu'on est sur YouTube et que j'ai pas envie d'infliger ça à vos oreilles. Mais vous voyez, la violence aussi raciale, la violence des insultes, la violence des mots, qui était réelle à l'époque et que j'ai trouvé tellement bien retranscrite. Donc voilà, un grand roman, un roman qui se lit bien paradoxalement, qui n'est pas très long et qui n'est pas encore très connu et que je voudrais vraiment faire connaître et que j'avais envie de partager avec vous.
Et nous enchaînons tout de suite sur une bande dessinée qui s'appelle La Fée Assassine. Alors c'est une bande dessinée qui est parue chez Le Lombard et que j'ai trouvée vraiment bien faite. On débute sur l'histoire d'une jeune femme qui est mariée à un médecin pour qui tout va bien et qui, le soir de Noël, pour une raison qu'on ignore, se retrouve arrêtée et est au commissariat. Et on appelle son conjoint qui arrive et on lui apprend que sa femme est accusée de meurtre. Mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas qui. Et on va remonter le fil du temps. Au début, le personnage principal de cette femme ne veut pas parler. Et puis, petit à petit, son avocat arrive et elle va raconter son histoire. Et pendant qu'elle va raconter son histoire, nous aussi, on va découvrir et commencer à deviner ce qui a bien pu se passer. Et on découvre l'histoire de cette jeune femme qui a une sœur jumelle et de la façon dont elles ont été élevées, de la vie qu'elles ont vécue. Et ce qui va être très marquant et très traumatisant dans ce livre, dans cette bande dessinée, c'est le rapport à la mère. Elles ont une mère qui est affreuse, qui est vraiment dérangée et qui les élève d'une façon absolument effroyable. Moi, ça m'a vraiment choquée. Et tout le schéma de ce qui va se passer ensuite commence à se tricoter sous nos yeux. C'est vachement bien, c'est une BD qui se lit toute seule, c'est un one-shot, il n'y a pas de suite, vous avez la réponse à la fin, c'est vraiment du cousu main, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Donc si vous aimez les BD et que vous aimez aussi un petit peu les polars, les petites enquêtes, alors bien évidemment par rapport à un roman, c'est très court comme enquête, mais quand même, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et puis ça pose vachement de questions. Les rapports à la femme, les rapports à la mère, j'ai trouvé ça une fois encore passionnant. D'autant que ça s'oppose totalement au dessin. Le dessin est beau, la ligne est claire, les couleurs sont très douces, les personnages sont beaux physiquement. Voilà, vous avez toute cette beauté, et derrière cette beauté, beaucoup de noirceur, et j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai trouvé que dans cette BD, il y avait aussi une ode à l'enfance, de ce que devraient être des enfants, de ce qu'ils souhaitent être. Il y a quelque chose, il y a des passages parfois lorsque les petites jumelles sont avec leur oncle qui sont de toute beauté, quand ils sont à la mer, etc. C'est vraiment très beau. Donc il y a ça aussi qui fait partie de la violence de cette BD, c'est l'alternance entre ce que sont des enfants, toute la beauté qu'ils vivent, et en même temps cette confrontation à une réalité qui ne devrait pas être la leur. Voilà, et tout ça dans une BD, donc j'ai trouvé que c'était vachement bien fait et je vous la conseille vivement. Et on va continuer avec une autre BD. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une BD, mais non, en fait, il y en a deux. Deux BD, puisque je voulais aussi vous parler d'une BD qui s'appelle Les Espionnes racontent. C'est une BD qui a été faite par Stan Kiss et produite aussi par Arte, la chaîne de télévision, parce qu'à la base, c'est un documentaire qui a été écrit par deux jeunes femmes et qui a été adapté en série par Arte et qui ensuite a tellement bien marché qu'ils en ont fait une bande dessinée. Donc moi j'ai lu la bande dessinée et je l'ai trouvée hyper intéressante parce qu'elle nous raconte l'histoire de femmes qui auraient dû marquer l'histoire par leur travail d'espionne et par tout ce qu'elles ont fourni à la société par leur travail d'espionne et qui ont été totalement oubliées, totalement blacklistées, alors qu'elles étaient aussi importantes. Oui, parfois, 007 est une femme. Alors, il s'agit d'un roman graphique avec une double temporalité, évidemment. Vous avez les passages où la journaliste va à la rencontre de ces espionnes, maintenant âgées, et on découvre ce qu'elles sont devenues. Et puis, vous avez tous les passages où elles racontent leurs histoires, et vous découvrez un petit peu ce qu'elles ont fait. Et donc les passages en noir et blanc sont pour ce qui est actuellement, et les passages en couleur pour le passé. Je crois que je ne me trompe pas. Bon, on verra. Si je dis une bêtise, je vous le mettrai en bas, c'est une grosse bêtise. Alors qui va-t-on rencontrer dans cette BD? Vous allez rencontrer une femme qui aurait pu inspirer le personnage de Q dans James Bond, parce qu'elle est à l'origine de la création de beaucoup d'objets qui ont aidé les espions. Vous allez rencontrer aussi Ludmila qui travaillait pour le KGB. Vous allez rencontrer Yola qui travaillait pour le Mossad. Vous allez voir Gabrielle qui travaillait pour la Stasi. Et une autre qui travaillait pour la CIA. Voilà, et toutes ces femmes ont aidé à construire le monde que nous le connaissons, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Comment est venue l'idée de faire ce livre, cette série, cette BD? C'est le constat qui est fait qu'aujourd'hui encore, les femmes qui travaillent
à la DGSE ou l'équivalent dans les autres pays du monde, sont toujours cantonnés, encore aujourd'hui, à des rôles assez mineurs et rarement envoyés sur le terrain, ou en tout cas pas assez souvent, et que c'est fort dommage parce qu'elles ont au moins autant de talent et de courage que les hommes. Il suffit d'ailleurs de regarder les films d'espionnage. Souvent, les femmes sont cantonnées à des rôles de James Bond girl, c'est-à-dire qu'elles sont là pour séduire, pour servir d'appât, mais en aucun cas, elles ont des rôles majeurs. Donc, il est temps de dire que James Bond peut être une femme. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que, outre le fait qu'on raconte des histoires qui sont vraies, j'ai aimé aller à la rencontre de ces 6 femmes. J'ai aimé savoir ce qu'elles sont devenues. Elles ont pris leur retraite. Bah oui, on peut parfaitement prendre la retraite, être espionne et prendre une retraite tranquille. C'est assez étonnant, mais oui, c'est la réalité. Et puis, j'ai bien aimé le dessin de cette BD, qui est très girly. Ces filles-là, elles ne rejettent pas leur féminité. Elles peuvent porter du rouge à lèvres et aimer être bien habillées et séduisantes, et pour autant faire super bien leur job d'espionne. C'est vraiment une BD qui fourmille d'anecdotes, qui est très bien construite, et si vous aimez les histoires d'espionnage, je vous la conseille vivement. Et on passe aux 2 séries télé dont je vais vous parler. 2 séries télé qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Et je vais commencer par une série qui s'appelle Des, D-E-S. Et c'est une série très très courte de 3 épisodes. Vous voyez, c'est très vite fait, il n'y aura pas de suite, puisque c'est une adaptation d'un fait divers qui a vraiment existé, à savoir la mise en image d'un tueur en série. Ce tueur en série, c'est Dennis Nielsen, qu'il s'auto-appelle lui-même Des, D-E-S, et il est interprété à l'écran par David Tennant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas David Tennant, je vous remets une photo. C'est un acteur qui est juste hyper beau et qui a réussi à incarner ce type qui est quand même super moche. Et paradoxalement, quand on regarde David Tennant qui l'incarne, on a l'impression que c'est une copie. C'est assez impressionnant à quel point il a réussi à se transformer sans faire une énorme transformation physique. Il n'a pas pris 30 kilos, pas du tout. C'est juste qu'il incarne cette froideur de ce personnage absolument incroyable. Alors qui c'est ce Des ? Des, c'est un type qui vivait tranquillement chez lui. Et un jour, ses canalisations ont été bloquées. Et les voisins ont appelé, alors je ne sais plus si c'est les pompiers ou quelqu'un en disant il y a un problème, ça déborde, et on a trouvé des restes humains dans les canalisations. Et à partir de là, on a arrêté ce monsieur qui a tout avoué tout de suite. Qui a dit « Oui, c'est moi, j'ai tué une quinzaine d'hommes, essentiellement des homosexuels. Je les ai invités chez moi, je leur ai fait un repas, et ensuite je les ai assassinés. Puis certains, je les ai coupés en morceaux, etc. » Et il raconte ça avec une espèce de froideur, de détachement absolument incroyable. Et la police, face à ça, est totalement démunie. Ils n'avaient pas prévu de se retrouver face à quelqu'un qui est capable d'avouer des meurtres tranquillement, et ils doivent trouver des solutions pour démontrer que ce que cet homme avoue, c'est la réalité, parce que les aveux ne suffisent pas. Donc il commence à mener une enquête de dingue pour essayer de comprendre si ce qu'il dit est vrai et comment c'est possible qu'on soit passé à côté. Et ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'on est dans les années 70, donc les méthodes d'investigation ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, il faut faire appel via la télévision, via tout un tas de réseaux, essayer de remonter le fil de toutes les histoires. Ils reprennent toutes les disparitions, tous les hommes qui rentrent dans la tranche d'âge, qui étaient homosexuels, qui pouvaient rentrer dans les cases, essayer de découvrir ce qu'ils sont devenus et voir lesquels correspondent aux descriptions que donne Des. En sachant que bien sûr que Des ne donne pas toutes les réponses et ne donne pas les noms de ses victimes. Donc c'est vraiment un espèce de puzzle qui se construit pièce par pièce, morceau par morceau, et c'est bien laborieux. Et dans cette série, vous suivez aussi l'histoire du biographe, parce qu'évidemment Des, il a un ego démesuré. Donc il y a un biographe qui est là, qui vient et qui va raconter cette vie, qui va raconter sa vie. Et vous allez avoir sur ces 3 épisodes la vision de ces 3 personnages, le biographe, le commissaire et le meurtrier. Et puis, c'est une série, pourtant il n'y a que 3 épisodes, mais qui a son lot de rebondissements. Alors, rebondissements qui n'ont pas été inventés, rebondissements qui sont réels, notamment lorsque, au tribunal, Des change d'avis et décide de plaider non coupable. Donc, ça remet tout le système en branle. Vous avez toutes ces choses-là qui sont hyper bien racontées. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien,
c'est que ce n'est pas du tout une mise en avant du serial killer. C'est pas du tout une espèce de truc voyeuriste, pardon, qui va mettre en exergue, qui va mettre en valeur un sale type. Pas du tout. C'est très froid, c'est très désincarné, le personnage est extrêmement détestable, et vraiment l'idée, je pense, que c'était de dénoncer la faiblesse du système qui ne prend pas la peine d'enquêter sur la disparition de certaines personnes qui leur semblent moins importantes que d'autres. Très clairement, un jeune homme homosexuel drogué ne va pas engendrer la même enquête au moment de sa disparition que si c'est une mère de famille. Et là-dessus, je pense que la série est très claire et insiste bien sur le fait que tous les êtres humains ont normalement la même valeur. Et puis, ce que j'ai trouvé hyper fort dans la réalisation de cette mini-série, c'est la scène d'ouverture, qui est en fait un montage très rapide d'images d'archives de l'époque et de la faiblesse de la société de l'époque, qui était dirigée par Margaret Thatcher, et qui nous montre les déficits du système, avec la pauvreté extrême, la violence, la mise au banc de la société de certaines personnes. Vraiment, ce montage d'archives vous met tout de suite dans l'ambiance et vous fait comprendre que vous êtes face à une réalité, ou du moins ce qui a été une réalité en Angleterre, et c'est vraiment très très bien vu. Cet assassin-là et ces victimes dont on ne s'occupe pas ne sont pas là par hasard, ils sont le fruit d'un système défaillant. Et oui, c'est la grande force de cette série d'appuyer là où ça fait mal. Alors si vous aimez les trucs bien glauques, que vous avez envie de découvrir l'histoire d'un serial killer, d'un serial killer, oh, je l'ai encore fait le coup du serial killer, un serial killer que moi je ne connaissais pas, le tout extrêmement bien construit et avec des acteurs géniaux, mention spéciale pour David Tennant, mais bon, vous verrez que dans les vidéos qui viendront, je vous reparlerai de David Tennant, parce que je crois que je suis pas du tout secrètement très amoureuse de lui, et que je regarde toutes les séries dans lesquelles il joue, donc je vous en reparlerai. Voilà, donc vraiment c'est une série que... Ouais, 3 épisodes, ça fait une soirée. Bon, un peu plus, peut-être 2 soirées, ça vaut le coup. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'une série totalement rocambolesque. Parce que oui, dans le polar, il y a le polar réaliste, avec la souffrance, avec la misère, avec l'envie qu'on a de crier contre la société. Et puis, vous avez aussi les séries polars détentes. Et là, c'est ce que je vais vous présenter avec The Flight Attendant. En français, l'hôtesse de l'air. Alors, qui c'est cette hôtesse de l'air? C'est Kaley Cuoco. Alors, je dirai son nom qu'une fois, hein, parce que c'est juste imprononçable. Alors, vous la connaissez sûrement puisque c'était une des héroïnes de The Big Bang Theory. Et là, elle arrive dans un rôle totalement différent, puisqu'elle joue une hôtesse de l'air un peu frappadingue, party girl, qui ne pense qu'à aller en boîte de nuit, à s'envoyer en l'air avec le premier type qui passe, et totalement alcoolique. Et ce qui est génial, c'est que dès le premier épisode, dès le tout début du premier épisode, on vous plante le décor. Elle se réveille après avoir fait la fête dans une boîte de nuit en Thaïlande. Elle a couché avec un type, elle se réveille le matin et le type est égorgé à côté d'elle. Voilà. Et elle dormait tellement, elle était tellement alcoolisée qu'elle s'est pas rendue compte que quelqu'un était en train d'assassiner le type à côté d'elle. Tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'elle se dit? Mon Dieu, on va m'accuser. En Thaïlande, les lois sont pas toujours hyper fun. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie tout, elle prend ses petites affaires, elle reprend son avion et elle rentre aux États-Unis. Et à partir de là, 8 épisodes. Ces 8 épisodes, c'est court, mais d'une folie douce que j'ai adorée. Elle se retrouve embarquée dans une affaire qui la dépasse totalement. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle fait toujours ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, du coup, ça lui sauve la vie parce que ses actions sont tellement erratiques, partent tellement dans tous les sens, que c'est surprenant et que les tueurs à ses trousses ne s'y attendent pas. Ça lui sauve la vie. Et vraiment, alors, vous alternez entre c'est drôle, entre c'est totalement foutraque et dingue, entre vous avez peur parce que quand même, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a sa copine avocate qui essaye de l'aider. Il y a plein de gens autour d'elle. Et c'est hyper bien fait. C'est haletant. C'est dynamique. J'ai adoré. J'ai adoré aussi parce que tout est beau dans cette série. Alors, vous avez l'affiche, que je trouve hyper belle. Hein. Mais vous avez aussi le générique. Le générique qui est façon dessin animé. Mais j'adore ça. Comme dans The Pink Panther, vous savez, où on crée un générique un petit peu rigolo, dessiné, avec des personnages.
Donc là, super générique. Et puis surtout, j'ai adoré la construction narrative par panneaux. Vous savez, vous avez des rectangles qui s'enchâssent les uns dans les autres, vous avez des bandes qui se déroulent. Et alors, c'est un truc que j'avais découvert, moi, dans le film Charade de Stanley Donen, que j'avais adoré, où vous aviez, pareil, ce type de rectangle qui arrivait. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le générique de Amicalement Vôtre, série que j'adore, qui avait été exploité plus récemment par Ang Lee dans le premier Hulk, où j'ai joué beaucoup sur ces alternances de points de vue avec divers rectangles. Et là, dans cette série, c'est extrêmement bien exploité, où vous avez deux scènes qui s'opposent, vues de différents points de vue, où vous avez la même scène avec le même personnage, ça fait un espèce d'effet qui tourne. Enfin bref, c'est hyper bien construit. Ça rend cette série très très dynamique, assez originale. Alors après, on est d'accord. Si vous êtes super accro à l'enquête, le truc un peu qui ressemble à quelque chose et qui est réaliste, vous oubliez, hein, parce que là, très clairement, on n'est pas dans le réalisme. On est dans un truc totalement foufou. Mais pour moi, ça a très bien fonctionné. Et puis, dans les acteurs qui sont avec... Oh, je vais le redire. Ah bah non, je vais pas le redire. Avec l'actrice principale, vous allez avoir Michelle Huisman, que l'on avait vu dans Game of Thrones. Oui, rapport à ma vidéo précédente, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Voilà. Vous allez retrouver T.R. Knight, que l'on avait vu dans Grey's Anatomy. Et puis d'autres noms, comme Rosie Perez, des gens qu'on est content de revoir, qu'on croise dans les séries télé, dans les films, dans les seconds rôles, qu'on est toujours ravis de revoir. Voilà, donc une série, 8 épisodes. Alors de ce que j'ai lu, je crois qu'il va y avoir une saison 2. En tout cas, c'est pas bien grave, parce qu'à la fin de la saison 1, tout se clôt. Donc ça j'aime bien. J'aime bien quand vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas dans l'attente de la saison suivante. Donc voilà, un truc qui se regarde très bien, 8 épisodes, faites-vous plaisir. Voilà, c'était mes petites idées polars du moment. Vous avez vu 2 romans, 2 BD et 2 séries. On est bien équilibré. Si vous avez aimé, si vous avez été jusque-là, merci beaucoup. Comme d'habitude, je vais vous demander de liker, de commenter, de partager. S'il vous plaît, faites-le, aidez-moi. Ça aide beaucoup pour le référencement. Depuis un mois, j'ai ma chaîne qui stagne lamentablement et je sais pas. Alors, je ne connais rien au système YouTube et je ne sais pas comment on fait pour se faire connaître. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas, si vous avez des Instagram, des choses comme ça, des Facebook, à partager. C'est fait pour ça. En attendant, je vous dis à samedi prochain. De dénoncer Voilà, c'est fini.